Début des travaux, aucun plan en tête, j'ai saisi mon pied de biche pour pouvoir délicatement retirer le plafond. Une inondation avait pourri les matériaux il y a très longtemps, et en plus de ça, s'était ajouté un tas de rongeurs qui avaient élu domicile, ce qui implique un isolant complètement foutu et une montagne de coquilles vides et de déjections. Et vu l'odeur, sûrement pire que ça. En retirant ce vieux plafond horrible, j'ai découvert des poutres en mauvais état, très vermoulues, qu'il me fallait de traiter et restaurer pour qu'elles puissent résister plus longtemps. Tel l'ignare que j'étais, j'ai utilisé une ponceuse à bande pour retirer le bois mort, alors que c'est une machine spécialisée pour les surfaces planes. Bon, sans oublier le poids de la machine qui m'a bien ruiné les épaules dès les premiers jours. Bon, j'ai appris plus tard qu'il aurait fallu utiliser un outil tranchant comme une hache pour retirer le bois mort. Quoi qu'il en soit, après avoir fini le travail avec une meuleuse que l'on m'a prêtée, j'ai traité les poutres avec du xylophène à l'aide d'un pulvérisateur. Après avoir hésité longuement entre un plafond suspendu pour cacher les poutres et un plafond autoportant permettant de faire ressortir les poutres vermoulues mais pleines de caractère, j'ai quand même opté pour la deuxième option. Alors j'ai rebouché les trous de verre restants avec de la pâte à bois que j'ai mélangée avec de la sciure pour offrir un effet plus naturel. Attention, la pâte à bois n'absorbe pas les couleurs donc elle ressort lorsque l'on teint et protège le bois. Une des techniques que j'ai trouvées en expérimentant, c'était de couvrir une large zone en essayant de recréer un effet naturel du bois. J'ai ensuite lasuré les poutres de couleur chêne foncé, deux couches superficielles qui permettront de protéger le bois dans le temps et d'offrir un meilleur rendu. Pour ne pas que la couleur de la pâte à bois ressorte de trop, une autre technique que j'ai trouvée a été de la mélanger avec du café pour avoir une teinte foncée. Bon, plus tard je me suis dit que j'aurais pu teindre directement la sciure que j'avais mélangée avec la pâte. Voilà, les poutres sont maintenant restaurées et je peux attaquer le plafond. Mais j'ai un peu de temps avant que les matériaux arrivent, alors je m'occupe de retirer le plâtre d'un des murs. L'idée était de pouvoir remettre du placo pour arriver au même niveau que les deux portes, donc à peine plus épais que le plâtre que je suis en train de retirer. Et je peux vous garantir, c'était crevant. Pour les autres murs, j'avais décidé de refaire le haut avec de l'enduit pour pouvoir bien fixer les rails à plat et parce qu'au début je pensais pouvoir rattraper les vieux murs de plâtre. Ah là là, quel naïf! En plus j'avais aucune technique, j'en mettais plus sur le sol que sur le mur. Une fois il était trop liquide, l'autre fois il était trop dur et tiré avant même que j'ai pu commencer. L'horreur. Mais bref, passons. Après avoir pris toutes les mesures pour faire un plafond de niveau, et après avoir isolé et rebouché tout le tour contre les ponts thermiques et les rongeurs, je pouvais enfin poser les rails en vérifiant toujours d'être à niveau et en m'aidant de cales en bois pour combler les vides si besoin. J'ai ensuite inséré mes montants tous les 60 cm, soit la largeur de mes plaques de placo. Alors habituellement on met 2 montants pour faciliter le vissage et pour faire tenir l'isolant. Moi j'ai voulu économiser mais vu la galère que c'était par la suite, j'aurais dû faire du standard et en mettre 2. J'en profite bien sûr pour passer la gaine qui permettra plus tard de faire passer le câble pour le luminaire. Et on n'oublie pas de fixer les montants au rail avec des vis ou une pince à sertir. Bon, petit point jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait plein de conneries. Déjà j'avais mal placé les montants. Du coup j'ai dû tout recalculer et bien les replacer. Là-haut, c'était un peu bombé, je commence à gratter, il y a le truc qui avait sauté, j'ai dû tout refaire. Et au-dessus là, à un endroit c'était pas isolé derrière et j'avais mis du plâtre et ça séchait pas. Et j'ai dû tout repéter, re-isoler et refaire. Pour l'électricité, à un moment j'avais tiré le câble sans faire passer de fil dedans et du coup j'ai dû m'amuser à remettre un fil dedans sauf que j'avais pas accès. Du coup j'ai passé toute une après-midi avec un pote à essayer de remettre. Et du coup, je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, donc c'est hyper long. Il est maintenant temps d'ajouter l'isolant, qui est ici de la laine de verre. J'ai pas cherché très épais, c'était surtout pour isoler phoniquement pour la pièce du dessus. Vu que j'avais mis qu'un montant et que la laine ne tenait pas d'elle-même, j'ai utilisé de la ficelle, du scotch et la gaine électrique pour pouvoir faire tenir. Bon, et pour ce qui est des découpes du placo, un bon coup de cutter d'un côté, puis un petit de l'autre, et voilà, simple comme bonjour. Mais en vrai, pas du tout parce que j'ai dû retracer toutes les ondulations et autres imperfections des poutres, un bonheur. Mais quelle délivrance quand elles s'emboîtaient parfaitement. Mais comment tenir et visser à la fois, me direz-vous ?
Ben, faut utiliser sa tête un petit peu. Par contre, visser du placo avec une visseuse standard et sans embout adapté, ben, c'est bien galère. En tout cas, un petit conseil si vous faites un plafond sans lève-plaque, faites-vous un petit échafaudage et utilisez votre tête. Alors, en manipulant la laine de verre, j'ai vu qu'elle se séparait. Et j'ai regardé sur le sachet et c'était marqué 2 fois la longueur. Et du coup, en fait, tout ça là, j'ai mis 2 fois plus de laine de verre. Et du coup, c'est pour ça que là, ça pousse. Voilà. Bon, au moins, ça sera bien isolé, quoi. Bien isolé. Ensuite, j'avais pas le bon embout pour la visseuse. Du coup, les vis, elles partaient n'importe comment. Donc, c'était la galère. En plus, j'ai pas une visseuse à placo. Donc, je dois faire gaffe avec l'embrayage pour pas que ça s'enfonce trop ou pas assez. Une galère. Mais petit à petit, j'y arrive. Mais l'épreuve du placo ne s'arrêtait pas là. Il y avait maintenant le haut de la fenêtre à faire. J'y ai bourré de la laine de verre pour éviter les ponts thermiques et j'ai fini au map pour empêcher les rongeurs de passer. Une petite astuce a été d'utiliser des chutes de placo pour avoir un peu de consistance et que ça tienne mieux. Je peux maintenant passer à la pose du coffrage en accrochant les rails au mur avec des chevilles à frapper, puis j'enfile les montants, mais j'oublie avant ça de poser le rail du dessus que je fixe à une poutre à l'aide de cales en bois. Et je peux maintenant isoler toute cette partie avec de la laine de verre pour finalement fixer les plaques. Alors oui, j'utilise des gants droits pour la gauche parce qu'il me reste plus que ça. Voilà. Une fois toutes les plaques vissées, je peux reboucher tous les trous avec du map et quelques chutes de placo si besoin. Pour finalement m'occuper des bandes. Ça a été bien plus laborieux que prévu. J'ai vraiment eu du mal à prendre le coup de main, à bien doser l'enduit et même à bien porter mes ustensiles. Après plusieurs tutos, conseils et expérimentations, j'ai quand même réussi à faire de belles bandes en 3 étapes. On commence par charger d'enduit, poser la bande, la coller, retirer le surplus, puis une deuxième couche pour élargir et combler le bord aminci, et une troisième couche de finition pour répartir le relief sur la distance et que ce soit nickel après la peinture. Pour l'angle sortant, j'ai bien sûr utilisé une bande armée qui était étonnamment galère à poser proprement et sans faire de bulles ni de déchirures. Une fois les bandes sèches, je me suis bien fatigué les épaules à gratter et à poncer toutes les petites imperfections restantes pour en avoir enfin fini avec le plafond, du moins pour le moment. Parce que maintenant on entre dans la partie la plus physique, le décaissement du sol. Normalement il y a un sens et une façon pour déclouer du plancher sans trop l'abîmer, mais vu l'état du plancher j'ai choisi d'y aller comme un bourrin et de me défouler. Ah là là, j'en ai fait des allers-retours. Ensuite, j'ai découpé les bords pour pas trop fragiliser les murs. Et heureusement, pour la fin, on m'a prêté un perforateur. Et parce que je trouvais pas les tailles de cailloux que je voulais, je les ai concassés moi-même. Mais j'ai dû mettre le sol en pause pendant quelques semaines à cause d'un problème de livraison. Donc j'ai décidé de m'occuper du mur principal en attendant. Alors à la base, je voulais juste enlever les fissures et les imperfections foncées pour pouvoir réenduire tout le mur proprement. En grattant ça et en enlevant les planches là, j'ai aussi découvert qu'il y avait des trous et que les bestioles elles se nichaient ici. Et le trou je sais même pas où il va, donc il va falloir tout reboucher et un peu isoler.
Ah, on en découvre tous les jours dans cette pièce. On a aussi découvert un conduit de cheminée, voilà, qui était bouché depuis 50 ou 70 ans, un truc comme ça, avec des petits insectes morts dedans. Et il a fait des fissures dans le mur pour je ne sais quelle raison. Et du coup, je dois tout gratter et refaire bien. Puis, après avoir découvert ces poutres et les pierres de derrière, mon père, qui m'a énormément conseillé pour ces travaux, blagua et dit que vu tout ce que j'avais déjà cassé, autant tout péter pour faire un mur de pierres apparentes. Cette blague, qui pour moi n'en était pas une, n'a pas fait 3 tours dans ma tête que je décidais de tout casser. Et, par chance, mon meilleur ami qui était en apprentissage dans ce domaine était revenu passer ses vacances au village au même moment. Plein d'énergie et d'enthousiasme, il m'accompagna et me transmit son savoir-faire. Opération conduit. Qu'as-tu décidé de faire, Samuel? Alors, oui, en effet, tout à fait. Nous allons faire un mur E de chaux, pierre apparente, voilà. La pierre apparente. Pour que ça reste pire, que ça soit joli. Mon meilleur ami du bâtiment va m'apprendre comment on fait. Et on va détruire tout le travail que j'avais déjà fait. Voilà. Pour refaire d'abord un mouret, qu'est-ce qu'il faut, Samuel? Il faut déjà un mouret. Voilà. Et 2 cubes de cubar. Bon, on se reconcentre et on finit de retirer cette saleté d'enduit en ciment sans le perforateur pour ne pas abîmer les pierres. On a ensuite enlevé le conduit de cheminée qui a laissé un vide qu'il fallait donc remaçonner. Non, c'est juste tu fais... Voilà. C'est beau là? Oula. Olé. Il va faire tomber la poutre. Allez, bientôt fini d'enlever ce satané ciment et de maçonner le trou. Mais un dernier petit truc galère, c'était d'imbriquer la prise et l'interrupteur dans le mur. En plus, j'avais coupé trop court la gaine, donc j'ai dû faire un manchonnage. Et puis, faire zigzaguer la gaine entre les pierres, c'était aussi un bon challenge. Mais il est maintenant temps de préparer le mur, de le nettoyer et de l'humidifier, mais aussi de préparer son enduit à la chaux, que l'on mélange à la main parce qu'on n'avait pas de bétonnière, pour finalement enduire ce mur. Ouais, serre toujours sur ce que tu viens de faire. Je vais pas serrer comme ça, tu vois. Pareil, la colle, je l'envoie dans ce sens-là, tu vois. En fait, le mouvement que t'as, quand tu balances ta colle, tu fais un comme ça, tu vois. En fait, ça remonte un peu. C'est pour ça que je reste comme ça. Toujours le temps de se faire livrer, j'ai décidé de casser entièrement le plâtre de l'autre mur, étape pendant laquelle ma mère et ma conjointe m'ont aidé pour soulager un peu mes bras. Ça m'a permis de gagner 1 cm pour que le placo arrive aligné avec les moulures des portes, et j'en ai aussi profité pour enlever les anciennes installations un peu douteuses. Encore un changement, au lieu de faire juste des plots là de map pour coller après la plaque isolante. Vu qu'il y a les tuyaux là, j'ai pas envie de la mettre par-dessus. Et donc là, qui est peut-être pas d'isolant derrière les tuyaux, qui a un pont thermique juste à ce niveau-là. Du coup, vu que j'ai calculé qu'elle pourrait passer si je vire tout ça, qu'elle pourrait être collée directement derrière et remplacer donc cette épaisseur-là, je pense que je vais virer tout ça. Peut-être faire pareil pour là, vu qu'avec la machine ça va hyper vite. Et puis je gagnerai de la place sur la fenêtre, parce que ça pourrait gêner vu qu'elle est quand même épaisse, la plaque isolante. Et donc on vire tout ça au perforateur. C'est quand même 10 fois plus rapide qu'au maillet et bien moins fatigant. Bon, énième changement. Finalement, au lieu de juste poncer et remettre une couche, je vais péter ce mur-là, parce qu'il y a une couche de ciment. Donc ce mur-là aussi. Et j'ai décidé de virer le ciment parce que je pense que c'est à cause de ça qu'on a pas mal de problèmes d'humidité, parce que le ciment c'est un peu de la merde, ça fait pas respirer la maison. Et du coup je vais péter ça et puis après remettre une plaque de placo pour que ça puisse respirer. Voilà.
Quand il y a des trous à combler et que il y a des points de froid, genre ici, et que j'ai le même problème là-bas, on a le froid du garage qui vient. C'est possible de mettre la laine de verre ou la laine de roche que tu trempes dans du MAP. Il y avait des petits trous qui donnent accès un peu au toit et du coup les bestioles pouvaient sûrement arriver de là. Donc voilà, j'ai bouché pour qu'il n'y ait pas de bestioles. J'ai mis de la laine pour isoler vu qu'il y avait du froid et un petit vent. Et là je referme pour ensuite pouvoir refermer le mur et que tout soit nickel. Je vais quand même refaire les joints à la chaux pour m'assurer de la structure du mur et que la terre à l'intérieur de ce mur se barre pas vu que c'est ça dans les anciens murs qui fait la stabilité. Amen, livraison enfin arrivée. Alors, j'ai remaçonné un peu tout autour. J'ai remaçonné à la chaux, donc pas aussi ciment pour que ça respire. J'avais coupé un peu trop proche des murs, surtout le mur porteur là. Vu que dans les murs porteurs, ce qui est important, c'est la base. Et vu que j'avais coupé un peu trop proche et tout droit, j'ai préféré remaçonner pour la répartition des charges. Sinon, j'ai enfin pu mettre le drain que j'ai posé de façon à avoir une pente vers l'extérieur, juste au cas où il y ait de l'écoulement. Et ensuite, après les conseils de mon père et des tas de recherches, j'ai réalisé un hérisson ventilé. C'est une technique de construction de sol adaptée aux bâtiments anciens qui permet de faire respirer le sol et évite les remontées d'humidité dans les murs. Pour cela, j'ai commencé par placer une première couche de cailloux de 10 à 20 cm, puis j'ai comblé avec des cailloux de 5 à 10 cm, en faisant attention de bien répartir tous les cailloux. Et j'ai fini avec des plus petits, équivalents à du 20-40 mm sur le marché. Et avant de passer à la suite, j'ai chassé tous les cailloux qui dépassaient à l'aide d'un niveau à bulles et de quelques repères. Et j'ai pu finir le hérisson avec une couche de 20-40 qui avait mis près d'1 mois à se faire livrer. Avant de passer aux lambourdes, j'en ai profité pour isoler le dessous de fenêtre avec du placo isolant polystyrène que j'ai jointé avec de la mousse expansive pour éviter la formation de ponts thermiques créant de la moisissure. Et on peut maintenant passer à la pose des lambourdes sur lesquelles reposeront le parquet. Alors pour différentes raisons, j'ai choisi de retaper les lambourdes en chêne de l'ancien parquet. J'ai quand même dû enlever quelques parties localement abîmées qui étaient bien attaquées par les vers et la moisissure. Pour 2 d'entre elles, j'ai carrément dû retirer toute la partie inférieure. Et j'ai ainsi pu repartir sur des bases saines et solides. J'en ai profité pour poncer à la meuleuse les parties les plus attaquées. Pour finalement repasser sur toutes les couches à la ponceuse à bande et à la main pour les surfaces où il y avait peut-être toujours des clous. Et on n'oublie pas de les traiter contre les vers et les champignons avec du xylophène. Sur les graviers, j'ai ensuite ajouté une couche de géotextile qui permettra de séparer les couches tout en laissant respirer. Par-dessus, j'ai pu poser les lambourdes tous les 45 cm en faisant toujours attention au niveau et en les surélevant avec des cales en caoutchouc pour les isoler du sol et pour régler le niveau. Les lambourdes sont posées, elles sont toutes à niveau et le seul endroit où ça va pas, c'est au niveau des nouvelles lambourdes parce que les nouvelles lambourdes ne sont pas droites. Merci Doras. Oui, parce qu'ils m'ont fait chier en me disant que mon travail et mes vieilles lambourdes et tout seraient pas droits, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Au final, le seul truc qu'ils me vendent, c'est un truc qui est pas droit. Merci. Après avoir relié les lambourdes entre elles, j'ai retapé des lambourdes qu'un ami du village avait retrouvées dans son grenier. Elles m'ont permis de renforcer les liaisons, d'homogénéiser le tout et d'augmenter la surface de pose. Pour différentes raisons, c'est seulement à ce moment-là que j'ai fait les saigner dans les murs, qui ont d'ailleurs ressali tout mon travail.
Après réflexion, on a choisi de remettre les appliques pour refaire vivre l'esprit de la pièce. Grâce aux nombreux conseils de mon père et un apprentissage des normes, j'ai pu faire le plan électrique de la pièce, placer les prises de façon adaptée, de même que les gaines, qui ont été un vrai calvaire à faire passer sous toutes les lambourdes, et que j'ai attaché pour faciliter le futur passage des câbles. J'en ai aussi profité pour tirer les gaines pour la pièce voisine, passant par des trous habilement forés pour arriver pile sous le plancher. Nous arrivons donc à l'isolation du sol, où j'ai utilisé des billes d'argile expansées, donc pas très isolant, mais des tas d'autres avantages comme sa durabilité. Rétrospectivement, j'aurais peut-être dû me retrancher vers quelque chose de plus isolant, mais on se rapproche aujourd'hui de l'hiver et le froid ne se fait pas ressentir. Enfouissement de la boîte temporelle. Il est temps de passer à la pose du parquet traditionnel. Alors pour la petite histoire, c'est un parquet en sapin que mon père avait entreposé derrière chez ma mère après qu'il ait rénové une partie de la maison. À ce moment-là, le parquet avait déjà plus de 50 ans. Et donc en conséquence, j'ai rencontré quelques problèmes. Déjà, la surface du plancher était pile poil la même que la pièce que je rénovais, et donc toute erreur m'était fatale. En plus, la moitié d'entre elles était déjà coupée, et donc j'ai dû m'improviser menuisier pour recréer des languettes et des rainures. Et je me suis aussi bien amusé à faire du sur-mesure pour m'adapter aux défauts de la pièce. Enfin, plus besoin de descendre dans la terre ou d'enjamber les lambourdes. Il reste encore à le poncer et à le vitrifier, mais cela après avoir fini les murs. Et donc, après avoir rebouché les trous et scellé les gaines, on va enfin pouvoir entamer la pose du placo, que j'ai réalisé à l'aide de maps. J'ai bien galéré pour la première parce que j'ai dû passer derrière les tuyaux, tout en faisant passer les gaines électriques dans les trous des prises. Et ça m'a valu une plaque sur la tête. Ta merde. Après m'être calmé et avoir vu qu'il valait mieux mettre les plots de map directement sur le mur, j'étais reparti. Pour les petits curieux, j'ai pas mis d'isolant car j'étais au centimètre près, mais aussi parce que les murs traditionnels en pierre ne fonctionnent pas pareil que le neuf. J'ai juste ajouté des plaques isolantes au niveau des fenêtres pour éviter les ponts thermiques et les points de rosée causés par une différence trop importante de température à cet endroit. Ok. Et après avoir rebouché tous les trous restants avec des chutes de placo et du map, j'ai pu faire mes bandes avec lesquelles j'ai beaucoup moins galéré que pour le plafond. Les bandes sont finies et on voit enfin une vraie pièce apparaître. Et maintenant que le placo est posé, je peux ajouter les boîtes électriques que j'encastre avec du map et que je m'assure de mettre à niveau et à fleur du mur. Et pour les trous que j'avais fait trop grands, j'ai dû trouver des méthodes farfelues pour placer parfaitement les boîtes le temps que ça sèche. Pour fignoler mon travail, j'ai voulu faire un enduit de lissage pour avoir un mur parfait. Sauf que j'ai trop chargé et en plus j'ai utilisé un couteau trop petit, ce qui a fait plein de vagues. J'ai un peu rattrapé avec une deuxième couche croisée avec un couteau plus large. Et j'ai finalement voulu rattraper les défauts restants avec une troisième couche, mais pour une raison qui m'échappe encore, je suis retourné au petit couteau et j'ai tout empiré. Mais bon, grâce à un gros platoir et une lumière tranchante, j'ai pu finaliser avec un meilleur travail. Mais surtout grâce aux conseils de mon père, des conseils de la bonne vieille époque que je n'avais trouvé nulle part ailleurs. Et j'ai pu rattraper tous les vilains défauts et vraiment finir avec un mur de qualité. Et tant que mon père était là, il m'a appris plein de techniques d'électricien et nous avons pu passer les câbles dans les gaines. Avec une aiguille en nylon pour tirer et du liquide vaisselle pour pousser, rien ne nous arrêtait. Grâce à ces enseignements, j'ai pu tout câbler correctement et facilement.
Et en parallèle de tout, je me suis occupé des poutres de l'entrée qui étaient vraiment dans un sale état. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours à restaurer ce vieux parquet abîmé et gondolé. Comme vous le voyez, j'ai commencé à poncer perpendiculairement aux fibres du bois, ce qui est généralement déconseillé. Mais là, on est sur de la grosse rénovation, donc j'avais pas le choix pour arriver à rattraper les différences énormes de relief. Les bords ont été faits à la ponceuse d'angle, et j'ai finalement terminé au grain plus fin dans le sens du bois. Quelle bonne surprise de voir ce plancher revivre. Il ne restait plus qu'à le protéger, donc j'ai nettoyé jusqu'à la dernière poussière pour ensuite pouvoir passer le vitrificateur. Mais quelle erreur de débutant j'ai ensuite fait. Bon, sans parler de la bêtise d'utiliser un pinceau à papier peint au lieu d'un spalter, j'ai fait l'idiotie de faire des allers-retours sur les précédentes couches, et en plus j'ai fini les 3 passes croisées en mourant dans le mauvais sens. Ce qui a créé un surplus au mauvais endroit et qui a créé cette ligne dégueulasse à chaque liaison. Mais heureusement, voyant ce désastre, j'ai refait quelques recherches pour pouvoir finir correctement en ne faisant apparaître presque plus les liaisons. J'ai ensuite égrené la première couche en insistant sur les liaisons pour diminuer la catastrophe que j'avais fait. Et après avoir aspiré tout ça, j'ai ajouté 2 couches supplémentaires, cette fois-ci au rouleau, qui n'a laissé aucune marque. Et après avoir reprotégé le sol, j'ai pu me mettre à la peinture des murs. A l'aide d'un pinceau, j'ai commencé par dégager toutes les zones difficiles d'accès, pour ensuite passer une première couche de primaire en passe croisée. Et enfin, finir par une peinture monocouche sans croisée. Et j'ai reproduit ces mêmes étapes pour le plafond, étape pendant laquelle ma conjointe m'a rejoint. Alors ça fait quoi de travail? Ouais, t'as dit quoi là? Merci. J'en ai aussi profité pour redonner un coup de neuf à la porte. Je l'ai donc repeinte en blanc après l'avoir poncée, et j'en ai profité pour changer la serrure et tout le mécanisme pour avoir une nouvelle porte retapée. Étant perfectionniste, j'ai fait tous les angles et les liaisons au mastic acrylique pour un rendu encore meilleur. Et j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai voulu donner un petit plus à la pièce, alors j'ai ajouté une peinture sablée sur le plus grand des murs. Et il est maintenant temps de révéler les poutres. Et il faut pas oublier aussi de tout ranger. Oui, parce qu'en vrai, c'est la préparation le plus long, la pratique le plus fatigant et le rangement le plus embêtant. Et grâce à une idée fantastique de ma conjointe, j'ai finalisé cette pièce avec 2 appliques murales uniques. En utilisant pour chacune une lanterne tout à fait ordinaire, des fils électriques en forme de corde, une branche que j'ai trouvée dans la forêt d'à côté, que j'ai retapée, poncée et remodelée et traitée. Et finalement le socle, provenant d'une vieille plainte du grenier, allant de pair avec le parquet, que je me suis aussi amusé à remodeler. Ah, j'allais oublier, les plaintes. J'ai voulu faire des grosses plaintes en chêne pour aller avec le reste de la maison et aussi pour pouvoir cacher le bas du mur en pierre parce que les pierres étaient cassées et plutôt moches. Pour cela, je suis allé chercher directement en Syrie des planches avivées que le menuisier de mon village m'a rabotées et moulurées en échange de notre bonne entente et des services mutuels. Pour les petits détails supplémentaires, j'ai utilisé des chevilles mollies pour les murs en placo. Et pour cacher les raccords ratés, j'ai utilisé de la colle à bois et de la sciure teintée.
Et finalement, j'ai découpé des petites cales circulaires pour cacher le trou des vis. Et grâce à des calculs hyper complexes sur la découpe des plinthes, j'ai pu calculer les découpes au centimètre près pour avoir de quoi faire un rebord de fenêtre et un étage sur mon meuble télé. Meuble télé que j'ai réalisé grâce à un ami qui m'a soudé des pieds en acier sur mesure et avec des poutres que j'ai retapées longuement et durement. Bon, je crois qu'il est enfin temps de vous montrer le résultat final. Allez, c'est parti.